Bienvenue sur M-Talk Only Sport. Aujourd'hui, ma 4e vidéo et c'est une nouvelle interview, cette fois-ci avec Antoine Ferranti. Pour les gens qui ne savent pas qui est Antoine Ferranti, c'est un jeune athlète spécialiste du décathlon, international français. C'est un espoir qui vient tout juste de rentrer dans le circuit senior. J'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse maintenant avec l'intégralité de l'interview. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Antoine Ferranti et je vais lui poser quelques questions sur lui et sur sa carrière. D'abord, pourquoi avoir choisi le décathlon dès votre enfance ? Bonjour, alors pourquoi le décathlon ? Parce que c'est une discipline qui comprend 10 épreuves et moi j'ai toujours voulu découvrir plein de choses, toucher à plein de sports et pouvoir m'entraîner sur différentes épreuves et pouvoir donc expérimenter différents aspects techniques, d'où le fait que j'ai choisi le décathlon. C'est ce qui en tout cas correspondait le mieux à mes attentes. Il n'y avait pas d'autres sports Vous n'avez pas essayé d'autres sports avant de faire celui-là ou directement le décathlon vous est venu à l'esprit ? Si, j'ai toujours fait un petit peu de tous les sports. Donc j'ai fait du ski, du rugby, de la natation, de la gym, vraiment plein de choses, du foot, tout ce qui peut exister, je l'ai eu fait. Mais j'ai toujours eu ce point commun au fil des années qui était l'athlétisme. J'ai toujours eu de l'athlétisme ou du cross à l'époque. Et en athlétisme, quand on commence, on fait de tout, on ne se spécialise pas. Donc j'ai continué sur cette lancée de faire de tout. Voilà. Et donc, à quel moment vous avez senti que faire de ce sport, ça aurait pu être votre métier ? Une bonne question. En fait, moi, j'ai toujours eu cette démarche de haut niveau. Ça n'a jamais été que pour le plaisir. Il y a toujours eu cette volonté de faire de la compétition et de faire du haut niveau. Donc tout de suite, j'ai voulu, qui dit haut niveau, dit également gagner sa vie avec ce sport et en faire son métier, quoi. Donc il y a toujours eu cette démarche. En revanche, j'ai vraiment commencé à rentrer dans le très haut niveau et pouvoir gagner ma vie, vraiment déjà en 2024 un petit peu, puis là depuis cette année surtout. Donc dès le départ, il y avait déjà cet objectif de vouloir que ce soit plus qu'un loisir. Oui, tout à fait. Ah oui, bien sûr. Et donc, durant votre jeune carrière, avez-vous connu des périodes de doute ? Et si oui, comment avez-vous réussi à les surmonter, que ce soit depuis votre jeune âge ou plus récemment ? Des périodes de doute, non. Pas spécialement. J'ai toujours su ce que je voulais faire, que ce soit sur le plan sportif ou tout le reste. Donc j'ai toujours eu une ligne directrice à laquelle je me suis tenu, même si elle s'est un peu adaptée finalement au cours des années. Mais période de doute, non. Par contre, il y a des périodes où on n'a pas forcément envie de s'entraîner ou alors ça marche un petit peu moins bien. Dans ces périodes-là, faut continuer à persévérer, à redoubler d'efforts et puis ça vient à marcher finalement, quoi. Donc c'était plus des petits manques de motivation que vraiment un gros doute. Oui, il n'y a jamais eu de gros doutes quant à ma continuité et au fait de vouloir poursuivre dans le sport. Même s'il y a eu des échecs ou des choses qui vous ont pas plu, il n'y a pas eu de tristesse, donc un petit peu de doute. De la tristesse aussi, de la tristesse plutôt je sais pas si c'est de la tristesse, mais un peu de déception parfois, mais ça nourrit pas forcément un doute de vouloir arrêter. C'est pas parce que il y a un échec que forcément on se dit on arrête tout. C'est fait d'échecs. Si on s'arrête au premier échec, on va pas bien loin. Et donc c'est là qu'il faut faire la différence. Faut continuer à s'entraîner quand ça marche moins bien, parce que certains arrêtent. Si toi tu continues, en général tu atteins les objectifs. Donc ouais, ça fait partie du mental. Exactement. Ah oui, bien sûr. Oui. Et donc, quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle ? Les valeurs les plus importantes, l'humilité, la générosité, le respect, la discipline aussi. Ça va faire beaucoup là. On va s'arrêter là. Mais pas mal de discipline, d'humilité et de générosité aussi. Ça touche peut-être moins le sport, mais dans un cadre un peu plus général sur l'aspect personnel en tout cas. Donc, voilà. Beaucoup de la détermination, mais ça je pense que c'est pas nécessaire de le notifier, mais évidemment. Beaucoup de valeurs qui correspondent aux deux, en réalité. Oui, bien sûr. Oui.
C'est une valeur qui... Parce que le sport, avant tout, c'est du côté humain, donc c'est sûr que les deux se correspondent bien. Avez-vous une ou plusieurs épreuves préférées dans le décathlon? Si oui, lesquelles et pourquoi? Alors moi j'aime beaucoup toutes les épreuves du décathlon, c'est ce qui me permet aussi de pouvoir m'entraîner sans jamais me lasser parce que j'aime absolument chacune des 10 épreuves. En revanche, celle que je préfère, je pense que c'est le saut en hauteur. Même si des fois ça change, j'aime beaucoup le saut à la perche également en ce moment. Mais le saut en hauteur, ça a toujours été un peu l'épreuve phare, l'épreuve favorite et qui a toujours plutôt bien marché également. Et le plaisir va aussi avec la performance, donc ouais, le saut en hauteur. Et donc il y a une raison pour que ce soit en hauteur. Est-ce qu'il y a des athlètes qui vous ont plus inspiré que d'autres ou pas plus que ça? Non, pas plus que ça. C'est plutôt que c'est une épreuve sur laquelle je prenais beaucoup de plaisir. J'ai réussi. Alors quand j'étais petit en saut en hauteur, j'étais pas très fort, mais petit à petit, j'ai très vite progressé. J'ai pris pas mal de plaisir justement en saut en hauteur, sur laquelle j'ai fait des championnats de France en individuel, seulement sur le saut en hauteur et pas sur le décathlon. Donc pour ça, je l'ai eu fait sur plein d'épreuves, mais en tout cas en saut en hauteur, c'est là que c'était le plus marqué. Donc non, pas d'athlète idole ou quoi que ce soit, simplement c'est à ça que j'ai pris goût, quoi. Donc comme vous voulez le dire, vous avez participé à de nombreuses compétitions chez les jeunes et maintenant depuis peu chez les plus grands. Et plus récemment, vous avez remporté la médaille de bronze au championnat d'Europe Espoir 2025. Ouais. Quelle a été votre réaction après cette performance? Beaucoup de joie, de fierté, d'accomplissement parce que je savais que c'était possible. C'était pas forcément non plus l'objectif de la saison au tout début de la saison, mais les objectifs ont changé au fur et à mesure des performances. Ça a été revu à la hausse. Donc oui, beaucoup de fierté quant aux résultats parce que voilà, 2 jours de compétition c'est jamais facile et quand ça se concrétise comme ça, c'est du plaisir, quoi. En plus on est avec les potes, il y a une partie de la famille qui est là aussi, donc c'est agréable. Donc oui, il y a beaucoup de fierté. Et du coup, est-ce que ça vous a motivé pour faire plus? Et est-ce qu'il y a une autre compétition qui vous a vraiment marqué par la performance? Ah oui, bien sûr que ça motive pour le reste. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est un côté très addictif. C'est des moments qui sont tellement forts humainement que sportivement, que ce soit tout le côté hors stade qu'on vit avec les autres athlètes de l'équipe de France. En fait, c'est tellement marquant qu'on a envie de le revivre encore pendant 10 ans. Donc ça motive. Et une autre compétition qui m'a marqué et qui m'a peut-être encore plus marqué, probablement, sont évidemment les championnats du monde à Tokyo, donc les championnats du monde senior, sur lesquels j'ai participé en étant encore espoir. Et là, c'était encore autre chose, un vrai plaisir, ouais, pour clôturer une belle saison. C'est sûr, ça motive. Quand il y a du résultat, ça donne envie d'en faire encore plus. Exactement. Ouais. Et donc, comment se passent les préparations avant de grosses compétitions comme les championnats du monde, notamment que vous venez de citer? Alors, c'est assez complexe. On a plusieurs phases de préparation, plusieurs cycles de travail. Donc un premier cycle généralement assez loin où il y a beaucoup de volume d'entraînement. Ensuite, petit à petit, on réduit le volume. On augmente en revanche l'intensité, c'est-à-dire que les séances sont plus courtes, moins nombreuses, mais avec plus d'intensité. Puis les aspects techniques aussi se différencient, ça s'affine petit à petit. Ça fait un petit peu l'effet d'un entonnoir, quoi. Jusqu'au jour de la compétition où on s'entraîne plus que des fois 2, 3, 4 fois par semaine pour pouvoir faire du jus, comme on dit, faire de l'énergie et arriver en pleine forme le jour J. Et donc, il y a une préparation quand même tous les jours. C'est un nombre d'entraînements fixe ou ça varie en fonction des semaines, des compétitions? Oui, ça varie en fonction des semaines et donc des cycles de travail, comme je disais, mais ça varie également en fonction de la forme à l'instant T. Si jamais on est fatigué, le but c'est pas de se fatiguer encore plus, donc on va adapter l'entraînement, on va ne pas faire un entraînement qui était prévu ou alors le décaler au lendemain. Donc ça, c'est plein d'adaptations sur plein de paramètres et plein de facteurs que je pourrais même pas citer, parce qu'en fait ça dépend vraiment de plein de choses. Et évidemment, le travail est fait tous les jours, non pas forcément tous les jours à l'entraînement, mais quand il n'y a pas d'entraînement, c'est des séances de récupération, des séances d'étirement ou juste du repos aussi, tout simplement. Donc oui, il y a toujours, chaque jour, il y a quelque chose qui est fait pour optimiser. Et déjà, quand il y a une compétition comme le championnat du monde, quelle est la durée de préparation avant la compétition et comment faites-vous vu qu'il y a
on a dit beaucoup d'épreuves dans votre discipline. Comment on fait pour toutes les travailler et, entre guillemets, un peu toutes les maîtriser? La durée de préparation, j'ai envie de dire, il n'y en a pas vraiment dans le sens où en fait on s'entraîne toute l'année, toute la vie pour ces échéances-là. Simplement, il y en a une, puis une autre, puis une autre. Donc on s'entraîne pas juste un mois avant ou quoi que ce soit. En revanche, oui, là, il y a une phase d'affûtage qui commence environ 2-3 semaines avant. Mais ouais, en fait, on s'entraîne clairement toute l'année pour ces échéances-là. Donc c'est du travail très long sur toute une vie finalement. Parce qu'il y a toujours à apprendre, surtout dans une épreuve, une discipline comme le décathlon où il y a 10 épreuves, il y a énormément de paramètres et d'aspects techniques à mettre en place et qu'on ne pourra pas mettre en place, enfin on pourra pas tous les mettre en place. En tant que décathlonien, on a 10 fois moins de temps et 10 fois plus de choses à travailler que les spécialistes, donc c'est là toute la difficulté et toute la beauté. Et pour se préparer justement à ces 10 épreuves, c'est un peu le travail du coach aussi, réussir à organiser une semaine d'entraînement où on touche un petit peu à toutes les épreuves, ou à minima à 7-8 épreuves. Voilà, pour pouvoir arriver le jour du championnat prêt sur chaque épreuve et ne pas avoir de petites zones inconnues au jour de la compétition, quoi. Il n'y a pas forcément de durée fixe, mais un entraînement qui est quand même intensif et nécessaire. Oui. Et donc, en parlant de coach, qui sont vos coachs et combien il y en a? Est-ce qu'il y a une équipe, pas une équipe qui s'occupe de vous en période de compétition ou d'entraînement? Alors moi, ma coach, c'est ma mère, Audrey Eustache. Donc ça, c'est la coach principale qui gère tout, qui gère la planification, les charges d'entraînement, l'organisation générale. En fait, c'est ce qu'on appelle en anglais la head coach, donc la coach de tête, quoi. Et en dessous, en saut à la perche notamment, j'ai Anaïs Lavillenie, donc la femme de Renaud Lavillenie qui m'entraîne au saut à la perche. Donc une spécialiste de saut à la perche qu'on a sollicité justement pour progresser plus vite. Ça a très bien marché. Cette année, en lancer, j'ai également Magali Brissot, entraîneuse nationale sur lancer de disque notamment, qui était au championnat du monde avec 2 de ses lanceurs. Donc elle m'entraîne également sur les 3 autres lancers ponctuellement quand on va en stage dans le sud. Voilà, après on aime beaucoup se renseigner à droite à gauche auprès de spécialistes, et puis on en tire un petit peu les informations dont on a besoin et on fait notre popote avec tout ça, quoi. Voilà. Donc vous avez parlé du coup de la femme de Renaud Lavillenie. Du coup, est-ce que vous avez eu la chance de le côtoyer un petit peu, Renaud Lavillenie, ou pas vraiment? Oui. Ah oui, bien sûr. Des fois, il est là à l'entraînement. J'ai eu l'occasion de sauter à plusieurs reprises dans son jardin, des fois l'été en pré-compète, ou même dans les zones un petit peu plus calmes pour pouvoir travailler d'autres aspects techniques. Donc oui, je le côtoie. Puis il est au stade, il s'entraîne au même stade que moi, donc on a souvent l'occasion de se croiser et d'échanger. Puis des fois, il est là à l'entraînement aussi. Ouais, c'est sympa. Donc est-ce que c'est entre guillemets un peu une source d'inspiration, Renaud Lavillenie? Ouais, bien sûr, dans le sens où c'est un athlète qui a un palmarès énorme, un des plus gros palmarès français, en tout cas en athlétisme. Donc c'est forcément c'est impressionnant, et tous les conseils qu'il peut nous donner, j'essaye de les assimiler au plus vite et de m'en inspirer pour progresser. Parce que forcément, ça sort pas de nulle part. Donc ouais, c'est hyper intéressant. C'est une qualité aussi de réussir à prendre directement les conseils, à les appliquer. Et comment du coup vous arrivez à gérer la pression ou les attentes qui peuvent exister autour de vous avant des compétitions, notamment par les médias? Alors, moi j'ai très peu de sources de stress à cet égard. J'arrive très bien à gérer tout ce genre de choses. Quand j'arrive le jour J, je me suis préparé pour. Donc je suis prêt pour l'échéance. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour l'instant, j'ai pas eu non plus l'occasion d'avoir trop de sources de stress auprès des médias parce que j'étais encore jeune. Mais quand bien même ça viendra, moi je pense qu'il faut réussir à faire la part des choses entre les médias et l'instant T de la compétition. Forcément, il y a de la pression qui peut être véhiculée, mais si on se laisse submerger, c'est sûr que ça aidera pas à la performance. Donc il faut réussir à prendre du recul. Bon, pour l'instant, les médias, c'est pas le problème, entre guillemets, le problème le plus important qui vous concerne. Non. Et donc, vous avez parlé déjà que Renaud Lavillenie était une source d'inspiration, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes
qui vous ont le plus inspiré ou soutenu depuis le début de votre parcours, depuis tout jeune notamment? Alors j'ai pas d'idole en particulier. Je m'inspire de plein de gens dans plein de sports, surtout en athlétisme. Mais non, j'aurais pas de réponse à donner en particulier là-dessus. Je m'inspire de plein d'athlètes différents, que ce soit sur toutes les épreuves. Parce que je pense que, en plus en tant que décathlonien, il y a énormément de choses à apprendre sur toutes les épreuves, donc tout l'intérêt également de s'inspirer de ces gens-là. Mais c'est vrai que j'ai pas d'idole en particulier. J'en ai jamais eu. Après, ouais. Je pourrais en citer plein, mais ils sont pas tous des idoles. Même si j'ai beaucoup de respect pour tous ces gens-là et j'aurais toujours à apprendre de tous ces gens-là. Et donc pour le soutien, je pense qu'il y a votre coach, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes, que ce soit de votre famille ou du monde de l'athlétisme, qui vous ont soutenu et aidé depuis le début de votre parcours? Toute ma famille en général qui soutient le projet, Oui, en fait ça c'est venu assez naturellement. C'est-à-dire que j'ai commencé l'athlétisme, ensuite j'ai fait du haut niveau et il y a eu cette continuité vers le très haut niveau. Donc forcément toute la famille. Et au-delà de ça, dans l'athlétisme, oui, il y a eu des gens, mais ça vient surtout de la famille et des amis. Donc oui, il n'y a pas de grands noms forcément, que ce soit pour les deux questions. Non. Après, il y a des grands noms qui me soutiennent ou alors avec qui j'ai pu échanger. Mais je veux dire, à la source, c'est un projet qui est engagé par moi-même. Et puis après, forcément, il y a la famille derrière et les amis qui soutiennent. Et vous qui êtes jeune et qui venez de rentrer dans le monde professionnel et senior, quels sont vos objectifs d'abord à court, puis à moyen terme? Et donc plus précisément, que visez-vous pour votre avenir sur les 5 ou 10 prochaines années? Alors, il y a les Jeux Olympiques de 2028 et de 2032, et puis il y a tous les championnats d'Europe et les championnats du monde qui se mettront sur mon chemin d'ici là. Donc c'est dur de donner un seul objectif, parce que des championnats internationaux, il y en a tout plein. Donc forcément, autant il y en aura, autant d'objectifs, ça me fera. Donc en tout cas pour cette année, c'est les championnats du monde indoor qui auront lieu du 20 au 22 mars à Toruń en Pologne. Et cet été, les championnats d'Europe qui auront lieu à Birmingham, en Angleterre, du 10 au 16 août. Voilà. Et puis ensuite, évidemment, les Jeux Olympiques, les championnats du monde en 2027, les Jeux Olympiques en 2032, etc. Oui, il y a beaucoup d'objectifs qui sont tous différents et qui vont peut-être évoluer au fil du temps. Oui, bien sûr. C'est un peu à l'image de cette saison 2025, c'est que les objectifs sont voués à évoluer au fil des compétitions en fonction de si ça se passe bien ou mal. En général, ça se passe plutôt bien, donc on va toucher du bois en espérant que ça continue ainsi. Mais ouais, si ça peut évoluer à la hausse comme ça l'a fait cette année, moi je suis preneur. Et donc j'avais aussi une autre question, c'était en parlant du coup des championnats d'Europe et du monde qui arrivent prochainement, est-ce qu'il y a une durée régulière entre les championnats du monde, imaginons comme la Coupe du Monde de foot qui est tous les 4 ans, est-ce que c'est pareil ou ça dépend des années? Ouais, bien sûr. Les Jeux Olympiques sont tous les 4 ans et les championnats du monde c'est tous les 2 ans. Et c'est alterné avec les championnats d'Europe, parce que les championnats d'Europe c'est également tous les 2 ans. Donc en fait, une année c'est les Europes, une année c'est les mondes, puis les Europes, puis les mondes, puis les Europes. Et puis tous les 4 ans, il y a les Jeux Olympiques qui viennent se greffer au calendrier des compétitions. Voilà. Donc oui, c'est un système qui est déjà préétabli, quoi. Et donc, est-ce qu'il y a, vu que c'est tous les 2 ans, est-ce qu'il y a un système de qualification pour participer à ce championnat, ou en fonction du niveau et des dernières performances, vous êtes déjà, entre guillemets, automatiquement qualifié? Alors, le champion du monde en titre est déjà qualifié pour les prochains, mais le système de qualification est plus ou moins toujours le même, mais certains détails peuvent évoluer, comme le minima requis, donc la performance requise à la qualification peut évoluer en fonction du niveau d'une année sur l'autre. Et puis ensuite, il y a le ranking. Donc ça, on prend ta moyenne de tes 2 meilleurs décathlons. Et puis il faut être dans le top, ça dépend, 24, 16, dans le top requis pour être qualifié au championnat. Donc oui, les conditions de qualification sont les mêmes pour chaque championnat du monde. Ouais. Donc oui, il y a quand même un bon système. Merci pour ça. Et je voulais aussi conclure en vous demandant si vous avez quelque chose
à dire aux gens qui veulent commencer le décathlon et qui veulent s'inspirer de vous? Est-ce que vous avez une phrase ou un message à leur faire passer? Oui, forcément. Alors, je vais vendre mon sport, mais au-delà du fait que ce soit le mien, je pense que c'est un sport qui a énormément à apporter dans le sens où c'est très complet, que ce soit. Moi, je parle en dehors du haut niveau, parce qu'il n'y a pas que le haut niveau. C'est un sport qui est hyper complet, qui permet d'apprendre énormément de choses. Et voilà, on est le premier sport olympique quand même, donc et le seul sport sur lequel on court réellement, c'est pas un jeu, on court avec notre corps, on saute le plus loin possible, on lance le plus loin possible, donc c'est vraiment les jeux comme à l'Antiquité, quoi, comme les guerriers. Et puis au-delà de ça, ceux qui veulent aller très loin, et ça s'accorde à tous les sujets et à tous les domaines. Ce que j'aime bien dire, c'est rêver grand et ne soyez satisfait que lorsqu'on vous dira que c'est trop grand. Donc je pense que ça résume bien mon état d'esprit et celui qu'on peut avoir dans plein de domaines. Eh ben, merci pour cette interview.